Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après 1 an et demi d'épidémie, nous sommes nombreux et nombreuses à rêver d'évasion et d'aventure. Cet été, Code Source a choisi de vous proposer les témoignages de 5 aventurières et aventuriers, des hommes et des femmes qui repoussent leurs limites, parfois jusqu'à se mettre en danger. Aujourd'hui, Fred Fugin, 42 ans, parachutiste à l'origine, devenu homme volant. Fred Fugin raconte son histoire dans Code Source au micro de Raphaël Pueyo. C'est au 4e étage tout en haut. Ça marche, merci. Fred Fugin m'a donné rendez-vous chez lui à Chamonix. C'est ici qu'il vit avec sa femme Laurence et leurs 2 chats, Roblochon et Noisette. Fred grandit à Thônes, une commune de Haute-Savoie située en plein cœur des Aravis. Ses parents, Josette et Yves, sont des passionnés de chute libre. Et tous les week-ends, ils emmènent avec eux dans leur paquetage Fred et ses 2 sœurs sur un centre de parachutisme. Moi, je faisais partie des gamins qui étaient là et qui regardaient les parents sauter. Et puis, en 1989, quand j'avais 10 ans, du coup, mon père m'a proposé de m'emmener en tandem. Donc, c'était un peu le début du tandem en France, qu'on appelle le tandem. C'est vraiment le vol en biplace quand on est attaché à un instructeur pour faire un saut d'avion. J'étais assis tout au fond de l'avion, en fait, avec mon père. On partait en dernier, donc les autres parachutistes commencent à sortir de l'avion et à sauter les uns après les autres. Et au moment où ils partent de l'avion, je les vois comme aspirer dans le ciel. Ça m'a impressionné. Je me suis dit, voilà, le prochain, c'est moi. Et puis, on est parti en chute. Au début, j'ai pas tout compris ce qui se passait. Je sais pas, alors, montée d'adrénaline, le vent un peu dans tous les sens. J'étais fixé vers le bas. En fait, je regardais le sol. Et là, j'ai senti quelqu'un qui venait me prendre la main. Et en fait, c'était le pote de mon père qui nous avait accompagnés et qui était là et qui est venu m'attraper la main. Et du coup, j'ai tourné la tête et j'ai vu ses lunettes avec ses cheveux. Il avait les cheveux longs et les cheveux qui volaient dans le ciel comme ça. Le parachute s'est ouvert. Je me suis posé en leur disant que j'aurais envie de refaire un saut à un moment. Et en fait, tous les ans, mon père nous offrait un saut en parachute si on avait des bons résultats à l'école et qu'on passait en classe supérieure. Et donc, j'ai fait 10 sauts en tandem avant de faire mon stage, juste un peu avant mes 17 ans, avant de commencer à sauter tout seul en parachute. C'était pas courant d'être un gamin de 17 ans au lycée et de sauter en parachute, quoi. J'étais entouré de gens qui comprenaient clairement pas le plaisir que je pouvais en tirer. Ils comprenaient pas les sensations et j'essayais de leur expliquer, un truc de ouf et tout, t'es la tête en bas, tu pars dans tous les sens, tu voles, ça va vite, on va à 300 km/h. Et bon, les mecs, ils me regardaient un peu genre, ouais, ok, mais bon, j'étais un peu tout seul, quoi. Donc j'avais qu'une hâte, en fait, c'était de retourner le week-end, retourner sur le centre de para, retrouver mes potes et puis sauter de l'avion avec eux, quoi, parce que c'était vraiment ça qui me faisait triper, quoi. Le parachutisme est un sport qui coûte cher, et ses parents ne peuvent pas financer indéfiniment sa passion. Fred doit donc trouver un moyen de gagner de l'argent en parallèle de ses études. Rapidement, j'ai voulu sauter plus. Et donc, il y avait un moyen pour se payer des sauts, c'était de plier des parachutes. Et quand on arrivait à plier des parachutes assez vite, du coup, on arrivait à faire quand même un peu d'argent, et moi, je me payais mes sauts comme ça. À la suite de l'été 98, où je passe 2 mois donc à plier des parachutes là sur le centre et à sauter beaucoup. Je suis déprimé, j'ai pas du tout envie de retourner à l'école. Je pense qu'à une chose, c'est aller sauter en parachute. Et en fait, assez rapidement, j'ai voulu arrêter les cours parce que j'avais envie de faire que de sauter, quoi. Il décide d'abandonner son BTS Action commerciale pour se consacrer pleinement à sa passion, contre l'avis de ses parents. À la fin des années 90, toujours à la recherche de nouvelles sensations fortes, il se lance dans le free fly. Une nouvelle discipline dérivée du parachutisme et qui se développe en France. Le free fly, c'était vraiment une évolution de la chute libre dans le sens où on pouvait voler dans toutes les dimensions, la tête en bas, la tête en haut, sur le dos, sur le ventre. C'était vraiment un mélange de toutes les positions et c'était en fait maîtriser le vol dans toutes ces positions-là et enchaîner des figures en passant d'une position à l'autre en fait. Et ça, c'était vraiment nouveau. Le free fly devient sa nouvelle passion. Il multiplie les sauts et pour les financer, il continue de plier des parachutes. C'est à ce moment-là qu'il fait une rencontre déterminante avec un ado de 14 ans, Vincent Roffet. Lui arrive sur le centre de para avec son père et lui ne saute pas à l'époque. Il a 14 ans, sauf qu'il vient avec son père sur le centre de parachutisme le week-end. Il arrive sur la bâche de pliage, là où je pliais les clients du centre, et il commence à plier gratuitement des gars qui me payaient, moi, pour que je les plie, en fait. Et du coup, je le dégage en lui disant vas-y, tu peux pas plier gratos, ça c'est mon taf, et en gros, voilà, et je le dégage. 1 an plus tard,
donc en 2000. On a un ami commun qui arrive sur le centre ce week-end-là et qui me dit « Ah, je suis avec un petit jeune, il a 15 ans, il vient de commencer à sauter, tu vas voir, il est super bon et tout, c'est marrant, viens sauter avec nous, ça va être cool. » Donc je dis « Ok, moi à ce moment-là j'ai 20 ans, j'ai fait 1000 sauts d'avion déjà. » Et je me rappelle en chute libre me dire « Ouais, il a du talent quoi, parce que pour le peu de sauts qu'il avait, il volait bien. » L'année suivante, Fred intègre les rangs de l'équipe de France de free fly. En 2002, il devient champion de France. Et 2 ans plus tard, Vincent le rejoint. On a gagné 6 titres, 6 années d'affilée. Donc 3 titres de champion du monde, 2 titres aux World Games, une Coupe du Monde. Et en fait, de 2004 à 2009, on est resté invaincu sur le circuit de la compétition en free fly. Ça ne s'était jamais fait et ça ne s'est jamais refait depuis. Nous, on était les seuls à rester aussi longtemps en équipe ensemble et à accumuler en fait une expérience qui permette de remporter des titres comme ça pendant autant d'années d'affilée, quoi. Mais le free fly reste un sport précaire et peu médiatisé. Malgré leur titre de champion du monde, les 2 hommes doivent donc trouver un autre moyen de gagner leur vie. Toutes ces années-là, on participe à des événements, on fait sauter les gens en groupe ou en cours particulier. Et en fait, c'est vraiment ce qui nous a permis de payer le loyer et de se payer à bouffer. Parce que finalement, les sauts, ils sont payés par la fédération de parachutisme. Les déplacements sur les compétitions internationales, ils sont payés aussi par la fédé. Mais on n'a pas de salaire. Pour vivre, on donne des cours de parachutisme. En 2009, après avoir remporté une médaille d'or aux World Games, un événement qui regroupe les sports non olympiques tous les 4 ans, Fred et son coéquipier commencent à se lasser. Ils découvrent d'autres sports extrêmes et décident donc de se lancer dans un nouveau projet. On est dans une routine. J'ai envie de faire plus de base jump, j'ai envie de faire plus de wing chut, j'ai envie de faire plus de speed riding, j'ai envie de faire plus de... En fait, toutes ces disciplines qu'on faisait à côté, j'ai envie d'en faire plus. Et puis au bout d'un moment, il me dit « Non, mais tu sais quoi, si t'arrêtes, moi je veux pas continuer sans toi en fait. Donc si t'arrêtes, j'arrête aussi. » On était en appart ensemble, on était dans la coloc et puis on se pose tous les deux sur le canapé en se disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait quoi ?» On réfléchit puis on se dit « Mais pourquoi on reprendrait pas l'équipe ?» L'équipe, c'est les Soul Flyers, un collectif créé en 2003 par 4 sportifs de l'extrême. Ensemble, ils ont voulu quitter le monde formaté de la compétition pour aller repousser les limites de leur discipline. C'est ce projet-là que veulent reprendre Fred et Vincent. Ils demandent la permission à l'un des fondateurs, Loïc Jean Albert, qui accepte. Pour leur premier défi, ils font cap au nord, en Norvège, pour se mesurer au Troll Wall, la plus haute paroi rocheuse verticale en Europe. Habitués jusque-là à sauter d'un avion pour réaliser leur chorégraphie, ils s'élancent cette fois du haut d'une falaise. Une performance jamais réalisée avant eux. Et là, on part en camping-car de Annecy et on conduit au travers l'Europe et on va jusqu'en Norvège et on arrive là-bas et on voit les grosses falaises norvégiennes et là on saute tous les jours et on fait des sauts et finalement on sort cette année-là nos premières vidéos, on va dire entre guillemets professionnelles avec des vrais montages. Oh, c'était dur les gars. Avec des caméramans, donc Dino et un autre pote Philippe qui nous avaient suivis et qui eux nous filmaient depuis le sol, depuis le haut de la falaise, etc. Donc il n'y avait pas que les caméras embarquées. Et voilà, mais on sort ces vidéos de free fly base, ce qu'on appelle free fly base en fait, qui était vraiment un mélange de free fly et de base jump. Et là, du coup, c'est vous les pionniers de cette discipline-là en quelque sorte, c'est vous les premiers qui avez fait ça. Voilà, alors en fait, nous, on a vraiment développé le truc, c'est nous qui avons donné un nom à cette discipline, et on a lancé le move. Le 23 octobre 2011, un de ses meilleurs amis se tue lors d'un saut en base jump. Il s'était lancé sur un saut que moi je connaissais pas, mais un saut qui était trop dur pour lui. La veille, on était encore au téléphone tous les deux le soir. J'essayais de le convaincre d'ailleurs d'aller dans un autre endroit pour venir sauter avec moi. Et puis il voulait pas, il voulait absolument aller là-bas. Et ouais, pendant plusieurs mois, j'ai pas ressauté. J'étais un peu sous le choc de l'accident, quoi. Ce qu'on avait vécu, c'est pas des moments faciles. Hein. Quand tu perds un pote proche, ouais, on va dire que ça m'avait... J'avais pas envie de sauter, quoi, pendant plusieurs mois. Fred continue de pratiquer plusieurs sports extrêmes. Avec Vincent, il se passionne de plus en plus pour la wingsuit, une combinaison remplie d'air qui leur permet de voler à seulement quelques mètres du sol. Voilà, avant de partir, le moment il est assez intense. Dès qu'on est parti, dès qu'on fait la bascule, ça y est, c'est parti, quoi. Il y a ce moment de vraiment où on pousse sur les jambes et on se jette, et à ce moment-là, il n'y a pas encore l'air. Et donc il y a une accélération et on sent la pression de l'air qui se construit sur le corps et on entend le bruit du vent et le décor commence à défiler assez rapidement. Au bout de 3 secondes, une fois que la combinaison est gonflée et qu'on est en vol,
Ben là, c'est vraiment parti. On est dans le pilotage, avec les épaules, avec les bras, avec le buste, avec tout le corps en fait qui bouge pour piloter l'aile et donner l'angle et suivre le relief. Et on peut vraiment choisir de piquer si on a envie de suivre une pente qui est plus raide ou de planer un peu plus si la pente elle devient un petit peu plus plate, et puis faire des gros virages et puis suivre la pente, et on est vraiment très précis dans le pilotage. En fait, on n'a pas d'instrument quand on est en vol, donc c'est vraiment tout est lié aux sensations qu'on a à ce moment-là, c'est-à-dire la vitesse du sol qui défile, la pression de l'air qu'il y a dans la combinaison, le bruit aussi de l'air, et toutes ces sensations, elles font que ça nous donne des indications sur le pilotage et donc des attitudes à adopter sur la combinaison. Quand on est en vitesse moyenne, on est autour des 200 km/h, mais si on prend de la vitesse, on peut passer les 250, 280, donc ça va très vite. Et puis ensuite, quand on arrive à la fin du saut, là on fait ce qu'on appelle une ressource pour ralentir, perdre de la vitesse et ouvrir le parachute. Et à ce moment-là, au moment où on ouvre le parachute, tout se ralentit jusqu'à se poser, et là c'est fini. Et là t'es content et t'as envie d'y retourner. Fred et Vincent multiplient les projets fous. En 2014, ils sautent en wingsuit du Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, à Dubaï. La même année, ils établissent un record du monde en effectuant une chorégraphie de free fly au-dessus du Mont Blanc. Et en octobre 2017, ils parviennent, grâce à leur wingsuit, à rentrer dans un avion en plein vol. Leur vidéo fait plus de 260 millions de vues et marque durablement les esprits. En parallèle du wingsuit, les Soul Flyers se familiarisent avec le Jetman, une aile qui les propulse à plus de 400 km/h dans les airs, comme dans un film de super-héros. Jetman, c'est une aile rigide équipée de 4 mini-réacteurs qui permet de voler comme un avion en utilisant simplement son corps pour se déplacer. Voilà, donc il n'y a pas de commande, la seule commande qu'on a, c'est un accélérateur qui est dans la main, qui permet de contrôler la puissance des réacteurs. Mais tout le pilotage se fait avec le corps, avec les épaules, qu'avec le corps. Avec Yves Rossi, son inventeur, Fred et Vincent sont les seuls à pouvoir maîtriser ce prototype volant. C'est ce qui va leur permettre d'accomplir un rêve inavouable, voler côte à côte avec les Alpha Jets de la Patrouille de France. Le simple fait de voir les avions de chasse bleu, blanc, rouge de la Patrouille de France, quand t'es français, de voler à côté d'eux comme ça, on était des petits moucherons à côté d'eux, quoi, genre en l'air à côté d'un avion qui est aussi gros que ça. Et là, on était au-dessus d'eux, et là, le gros drapeau bleu, blanc, rouge en dessous de nous, et tous les avions qui volent, et la fumée top, et bam, on balance la fumée tous ensemble. Moi, je l'ai dit, c'était complètement taré. Voler comme un Iron Man, tu vois, à côté de la Patrouille de France. Et moi, j'ai les larmes qui sont montées dans le casque, et je me suis dit, mais tu peux pas pleurer à ce moment-là, parce que après, tu vas plus rien voir et tout, tu vois, j'étais là, genre, je pleure pas, tu vois, et je me retenais pour pas pleurer. Mais c'est quelque chose, on n'aurait même pas pu rêver de ça. Je veux dire, j'arrivais même pas à y croire, quoi. J'étais en l'air, je me disais, mais comment c'est possible d'être là, quoi? Comment c'est possible d'être là? On a été invités dans leurs locaux pour passer une petite soirée et fêter ça. Bon, nous, on arrivait là-bas très impressionnés. Tu sais, quand tu arrives dans les locaux de la Patrouille de France, t'es avec tous les pilotes, ils ont les casques et tout là. Enfin, tu vois, c'est le truc, c'est hyper impressionnant, tu vois. Et en fait, eux, ils nous ont regardés comme des extraterrestres, tu vois. Ils nous ont dit, mais les gars, vous êtes des fous, quoi. Et c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est que j'aurais jamais pensé que ça les impressionnerait autant. Les mecs, ils me disaient, mais tu te rends compte, j'étais dans l'avion, et là, à côté, je vois un mec à poil. Ils disaient, un mec à poil. Tu sais, genre, juste un mec avec une combinaison, comme nous, on était avec une toute petite aile et des tout petits réacteurs, tu vois, comme on a. Il y avait vraiment un grand respect mutuel, et c'était fou. Fred Fugin passe de plus en plus de temps à Dubaï, avec Vincent Roffet et Yves Rossi, afin de travailler sur le projet Jetman. Mais le 17 novembre 2020, lors d'un vol d'entraînement, Vincent Roffet perd le contrôle de l'appareil et s'écrase au sol. Il meurt sur le coup. Selon l'enquête réalisée après l'accident, il n'aurait pas réussi à ouvrir son parachute de secours, sans que l'on sache pourquoi. Quand on est revenu de Dubaï après l'accident, j'ai eu envie de ressauter rapidement. Il faisait beau, j'avais envie de retourner à ce saut-là, qui était le dernier saut qu'on avait fait avec Vince en Haute-Savoie. Je sais pas. Franchement, j'ai pas d'explication à ça. Le 28 novembre 2020, lors des funérailles de Vincent Roffet à la Clusaz, en Haute-Savoie, Fred s'élance d'un hélicoptère. Quand il y a eu une cérémonie avec sa famille et ses amis à la Clusaz, on a fait un saut d'hélico avec ses cendres qu'on a lâché dans le ciel de la Clusaz. Ouais.
20 ans d'équipe ensemble, 20 ans à faire toutes sortes de projets, 20 ans à être tout le temps ensemble, c'est beaucoup. Je suis dans une phase, on va dire, de reconstruction où j'essaye de retrouver un équilibre parce que mon équilibre, il était calé avec Vince en fait, on était tout le temps ensemble. Donc là, je suis clairement en train d'essayer de retrouver un équilibre puisque mon binôme n'est plus là. Pour toi, c'est quoi un homme libre? Un homme libre, c'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut quand il veut. C'est-à-dire, moi, j'ai la sensation d'être libre parce que pouvoir aller au bout de mes rêves et vivre de ma passion, ça, c'est une forme de liberté. On n'est pas forcément obligé de suivre le chemin, tu vois, prédéfini de la société, genre faut faire ci, faut faire ça. On peut aussi se lancer dans des trucs fous. Et ça, c'est une forme de liberté aussi, d'être capable d'aller au bout de ses rêves, quoi. Raphaël, on sent que Frédéric Fugin est encore bien sûr très touché par la mort de son ami Vincent Ruffet. Oui, il est très touché. Ce qui m'a marqué durant l'interview, c'est qu'ils faisaient des allers-retours entre je et on. En fait, avec Vincent, ils avaient pour habitude de faire toutes leurs interviews ensemble et ils disaient toujours on. Et là, ils se retrouvent aujourd'hui à dire je. Et donc, c'est vrai que pour lui, c'est très compliqué aujourd'hui d'aller de l'avant, de continuer ses projets sans son frère de vol qui est maintenant disparu. J'imagine qu'il ne regrette rien de la vie qu'il a choisie. Non, il regrette rien. Il regrette pas d'avoir arrêté ses études pour se consacrer à sa passion, le parachutisme. Il a vécu des émotions incroyables avec son compagnon de vol, Vincent Ruffet. Et si c'était à refaire, il le referait. Et il conseille même aux autres gens de le faire, en fait. Il conseille surtout aux gens de suivre leurs rêves, de prendre des risques, de se lancer à fond dans leur passion. Est-ce qu'il gagne assez d'argent avec ses sponsors pour se consacrer à ses passions ? Alors au tout début, quand ils ont trouvé leur premier sponsor, Red Bull ainsi que Jules Beau, ils ne pouvaient pas complètement vivre de leur passion, donc ils devaient faire des conférences, être aussi instructeur de vol en parachutisme. Mais depuis quelques années, il arrive à se dégager un salaire qui lui permet de vivre convenablement grâce à ses sponsors. On a bien compris qu'il est en train de se reconstruire après la mort de son ami Vincent Ruffet. Est-ce qu'il a quand même de nouveaux projets ? Oui, il a beaucoup de projets en tête. En fait, avec Vincent Ruffet, ils avaient fait toute une liste de projets auxquels il rêvait et qu'il voulait accomplir. Et donc, du coup, il est en train de réaliser un à un ces projets pour rendre hommage à Vincent. Merci Raphaël Pueyo. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr et au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été.